deux invités avec nous ce soir pour commenter l'actualité de la planète marché. Aymeric Didet est avec nous, directeur de la gestion de Pergame. Bonsoir Aymeric. Bonsoir. Ravi de vous retrouver, ravi d'accueillir également Benoît Pelloual. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Vous êtes stratégiste chez Vega IM. C'est l'information que je mets à la une parce qu'à la fois c'est une information microéconomique, mais vu la taille d'Apple, les sujets concernant Apple deviennent souvent des sujets macroéconomiques également. Avec l'idée donc, encore une fois, je le rappelle, c'est pas une communication officielle d'Apple, mais Apple a des moyens de communiquer autrement que par une communication officielle où la chaîne de valeur autour d'Apple s'exprime régulièrement sur les sujets de production et de consommation en l'occurrence, puisque après avoir averti qu'il y aurait des problèmes d'approvisionnement qui allaient entraver la production d'iPhone et des tablettes chez Apple. D'ailleurs, on a vu qu'Apple avait rebasculé une partie de sa production des iPads vers les iPhones pour se concentrer sur le blockbuster iPhone. Il y a, semble-t-il, désormais un sujet de demande. Aymeric. Oui, c'est un vrai sujet parce qu'on a été mal habitué à la croissance permanente et finalement aux consommateurs américains qui continuaient, le consommateur mondial d'un point de vue plus général, mais américain particulièrement, qui consommerait ad vitam aeternam et de manière ad vitam aeternam du produit Apple et qui changerait son téléphone tous les 2 ans comme prévu sur la nouvelle génération et que ça ne faiblirait jamais. On voit qu'il y a quand même des petites limites à ces informations. On avait eu quand même sur tout ce qui est consommation des chiffres importants sur notamment les taux d'incidence sur le Black Friday. Bien sûr. Qui avait montré que finalement sur la consommation, on avait commencé à avoir des petits doutes sur le fait que les chiffres qui étaient attendus, qui étaient juste en croissance toujours aussi importante, étaient revus à la baisse, donc avec des taux de fréquentation sur les sites, mais aussi des taux sur les paniers moyens, sur l'achat qui étaient inférieurs. Donc on semble imaginer que la croissance permanente très forte peut avoir ses limites. Elle peut avoir ses limites pour plusieurs raisons. Raison inflationniste, il y a un vrai sujet. Raison également, en effet, de chaîne d'approvisionnement, parce que Apple avait déjà annoncé qu'ils avaient des problèmes dans leur chaîne d'approvisionnement. C'est là où on voit toute l'importance de la réindustrialisation qui a été faite notamment aux États-Unis sur beaucoup d'entreprises, mais là encore la dépendance à certains acteurs internationaux et asiatiques pour les grands groupes américains qui restent encore fortes et donc avec un impact également très fort sur les ventes directes pour les consommateurs. Donc aujourd'hui, on voit que tout n'est pas encore réglé entre la production et la consommation permanente à outrance, comme nous a habitué le consommateur américain, parce qu'il faut... On trouve que cette information est extrêmement importante, on y met un poids fort parce qu'on sait que la consommation c'est quand même le nerf de la guerre de l'économie américaine depuis des décennies, on peut le dire. Donc aujourd'hui, quand on voit que le leader qui est Apple a des petits sujets, ça impacte quand même beaucoup plus les marchés et l'économie que d'autres petites informations. Ce qui est intéressant, alors encore une fois, ce sont des informations qui sont rapportées notamment par l'agence Bloomberg. Il semble que les délais de livraison, enfin, la demande ne souffre pas d'attendre. Oui, il y a quand même cette idée-là que pour un produit haut de gamme comme l'iPhone qui coûte quand même à peu près un chèque du Trésor américain, voilà. Pour dire les choses, se dire qu'on va attendre 3, 4, 5, 6 mois, eh ben, c'est ce que semble rapporter Apple. Il y a des commandes qui finalement ne se matérialiseront pas parce que ce délai d'attente vient... Et oui, mais faire capituler le consommateur. Parce que le consommateur, aujourd'hui, il veut tout de suite. Aujourd'hui, on est dans le monde de l'instant et les grandes marques ne font pas exception. On a vu de toute façon partout dans le monde, depuis là aussi des décennies, des raccourcis, des restrictions de stock parce que les stocks coûtent beaucoup trop cher et on n'a plus le temps et plus l'argent pour avoir des stocks. Donc clairement, il faut que l'article soit disponible tout de suite. Donc aujourd'hui, ils sont plus capables de fournir l'article tout de suite. Mais le consommateur, s'il veut un article, il va se rabattre sur une autre plateforme parce qu'il y a de la concurrence, encore une fois, et la concurrence rattrape aussi son retard. Ça aussi, c'est un autre sujet important. Ce genre de situation dans un groupe comme Apple, l'entreprise en tirera les conséquences pour la suite. Enfin, je veux dire, ça va modifier beaucoup de comportements, de production, de stratégie d'approvisionnement. Je pense c'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est largement déjà fait. Dès qu'il y a eu les commandes, réserve, stock. Et réindustrialisation, réincorporation des process. C'est pour ça qu'on peut
qu'on peut voir arriver des OPA, qu'on peut voir arriver des entreprises qui vont acquérir du savoir-faire pour récupérer finalement la chaîne d'approvisionnement. C'est très très important de maîtriser sa chaîne d'approvisionnement et les Américains sont très très bons à ce jeu-là. Commentaire sur Apple, le sujet macro du jour, Benoît. Effectivement, c'est ce qu'on évoquait avant l'émission. Même Apple, on n'échappe pas au cycle, en réalité. Je trouve que l'explication des délais de livraison me paraît un peu courte en ce qui concerne le consommateur. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est pas nouveau. Ce qui concerne Apple, ça concerne tout un tas d'autres segments de marché. On le voit dans l'immobilier, la construction, l'ameublement, etc. Il y a tout un tas de secteurs qui sont victimes d'allongement des délais, etc. L'automobile. Alors l'automobile, il y a le marché de l'occasion qui est un vrai marché de report, etc. Mais c'est vrai que quand il n'y a pas forcément de marché de report, le consommateur attend en réalité. Et ça, c'est assez vrai. Je pense que c'est particulièrement vrai sur des marques qui sont quasiment assimilées à du luxe où il n'y a pas véritablement de substitut. Donc je trouve l'explication de ce point de vue-là peut-être un peu courte. Moi, j'y vois, en tout cas, de mon point de vue, plutôt... en fait, on s'est beaucoup focalisé sur les problématiques de l'offre, sur les problématiques de délai de livraison. En réalité, on voit que ces analystes de Goldman qui mettent ça à jour chaque semaine, les délais s'améliorent chez Apple en réalité, et d'après leur analyse, on n'est même pas très loin justement du rétablissement entre l'équilibre de l'offre et de la demande. En réalité, moi j'ai une lecture qui est un peu plus macro, qui est tout simplement Apple est en train de subir aussi le cycle, et on a peut-être oublié que la vraie question, c'était que la croissance doit transiter sur des niveaux extrêmement élevés, sur des niveaux un peu plus modérés, qui ne vont pas être mauvais, mais qui vont rester très solides. Mais malgré tout, la croissance mondiale perd plus d'1,5 point de croissance par rapport à cette année, l'année prochaine. Et voilà, et même des sociétés comme Apple ne vont pas y échapper. Et effectivement, on voit là-dedans une normalisation du comportement du consommateur, qui est déjà en cours. Quand on regarde les chiffres du PIB US, la consommation de biens s'était contractée de l'ordre de 9%, je crois. Si on regardait les biens de consommation durable, c'était quasiment de l'ordre de plus de 20%. Alors que la consommation de services, après un rebond déjà violent, continuer, confirmer sa progression. En fait, ce qu'on voit, c'est tout simplement on est en train de transiter sur une économie qui fonctionnait uniquement sur les biens de consommation, qui en réalité représente qu'un tiers des économies développées, revient à un fonctionnement normal où en réalité les 2 tiers sont des services et le tiers qui reste sont de la consommation. Quand on a interdit les gens de consommer des services, on s'est reporté sur les biens. Maintenant, on est en train de voir l'inverse qui est en train de se profiler. Donc, je pense que justement Apple est un peu victime de ça. Alors après, il faut aussi relativiser. Ils vont faire un trimestre où ils vont avoir une croissance des ventes de l'ordre de 6%. Je crois que c'est pas, a priori, d'après les analystes, c'est pas un trimestre qui sera blockbuster, mais ça reste quand même très très bon. Donc voilà, je pense que c'est, mais c'est tout simplement le fait qu'une société, même aussi blockbuster qu'Apple, n'échappe pas au cycle. Est-ce qu'il faut craindre cette année de modération, de normalisation? Parce que c'est le constat qu'on a dressé notamment dans la phase de reprise, d'accélération et de réaccélération de l'économie. On a toujours été en retard. Quand je dis on, c'est le marché, les économistes. On a toujours sous-estimé la vitesse, la rapidité, l'ampleur de la phase de reprise. Qui imaginait il y a 6 mois ou 1 an que l'économie mondiale aurait refermé le gap Covid aussi vite? Dans une phase de modération, est-ce que là aussi, il va falloir faire attention à des risques embarqués à la baisse peut-être dans cette idée de normalisation? C'est effectivement tout l'idée de ce qu'on défend dans notre scénario de marché, c'est qu'effectivement, c'est pas la catastrophe qui se profile. J'imagine qu'on va parler de ce nouveau variant, etc. Et ça s'il faut, je sais pas. Forcément le scénario. Voilà. On ne voit pas en tout cas la répétition d'un scénario catastrophe ou en tout cas d'une récession qui se profile. Mais le fait, malgré tout, de voir transiter la croissance sur un niveau un peu plus modéré, ça a des implications. Ça a des implications sur le rythme de progression des marchés. On pense qu'effectivement, les phases de vol, comme on l'a vu là actuellement, vont être un peu plus fréquentes, que la progression sera un peu moins effrénée, et surtout que ce n'est pas tout à fait les mêmes thèmes qui vont fonctionner. On avait eu, sous l'effet d'un gros appétit pour le risque en sortie de crise, cette rotation value, quasiment la plus violente depuis plus d'une décennie. Ça c'est passé, l'appétit pour le risque est normalisé. Les primes de risque sont revenues sur un moyenne historique, globalement aux États-Unis comme en Europe sur les marchés actions. Donc du coup, c'est une progression qui est probablement un peu plus modérée, et pas tout à fait les mêmes thèmes. On revient à des choses un peu plus qualité, croissance, parce qu'on perd en visibilité. C'est plutôt sous cet angle-là qu'on voit l'évolution et cette modération de la croissance. Maintenant, encore une fois, c'est pas du tout la catastrophe qui se profile. Il y a encore la marge de progression pour les marchés. Pour s'en convaincre, effectivement, la hausse, la sortie de crise est impressionnante, mais en fait, elle ne fait que refléter le rebond des profits des entreprises. Si vous regardez un indice comme le CAC, qu'on suit particulièrement, les profits sont contractés de 45%, et ils ont rebondi de 90%. En réalité,
la progression des indices actions est même insuffisante par rapport au rebond des résultats. C'est-à-dire que les multiples de valorisation, même s'ils sont élevés, ils ont même un petit peu baissé. Donc en réalité, il y a même encore de la marge pour progresser. Par rapport au niveau de valo d'avant-crise de janvier-février 2020. Exactement. Et donc du coup, le simple fait d'avoir une croissance qui ralentisse, on perd en visibilité, mais en réalité, il y a encore de la place pour une croissance des profits encore assez soutenue. Et à notre sens, les marchés, en tout cas, ne valorisent pas, en tout cas, le scénario qui était parfois avancé, que toute l'épargne accumulée pendant cette crise allait se déverser immédiatement sur les marchés. En tout cas, si c'est le cas, on serait sur des niveaux qui ne sont pas les niveaux actuels. Une différence peut-être, alors je comprends l'idée de la valorisation effectivement, une différence peut-être à janvier-février 2020, c'est le positionnement du marché. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas dans un enthousiasme action, notamment parce qu'il n'y a pas d'alternative, parce qu'on a vu cette reprise cyclique. De ce point de vue-là, est-ce que le positionnement de marché n'est pas un peu plus extrême sur les actions qu'il ne l'était avant la crise? Alors c'est vrai qu'il y a notamment cette divergence de plus en plus régulière avec le marché des taux. Parce qu'on regarde les taux longs, on voit que c'est pas forcément l'euphorie totale qui se profile dans le scénario. Et il y a eu une tendance à voir la volatilité entre ces deux marchés diverger. C'est-à-dire qu'on se montrait un peu plus inquiet du côté des taux que sur les actions. Là, il semblerait qu'on rentre un peu dans le rang côté action avec la phase de volatilité qu'on est en train de vivre. Ensuite, il y avait aussi un équilibre un peu... qui soulevait... Donc ça permet d'effacer un peu de complaisance, vous dites, là, ce retour de volatilité sur les actions, effectivement, ça nous rappelle aussi que la situation est loin d'être réglée. La pandémie se rappelle quand même à nous. En fait, quand on regarde ce qui se passait juste avant cette phase de correction, là, on était dans un environnement dans lequel le nombre de cas était en train de remonter fortement, notamment en Europe, en Allemagne, dans les pays d'Europe de l'Est, et des équilibres assez bizarres où l'hôtellerie loisir surperformait, le pétrole continuait de progresser, cette rotation value qui se remettait en fonctionnement. Et le seul sujet qui intéressait les marchés, c'était on va resserrer la politique monétaire trop vite, les taux vont remonter, attention, etc. On voit en réalité que le vrai sujet, c'est malgré tout la pandémie qui revient, parce qu'en réalité, il va falloir anticiper que dans les années qui viennent, ce sujet continue de nous empoisonner, parce que on parviendra assez peu à vacciner le monde entier, on aura toujours la menace de ces variants encore pendant plusieurs années, et que même si on ne répétera pas, en tout cas c'est notre conviction, le degré de restriction qu'on a vécu en 2020, on aura un niveau de restriction plus élevé dans l'économie qu'il n'existait auparavant avant cette crise. Et donc des frictions qui vont rester... Effectivement, et ça c'est quelque chose qu'on doit absolument prendre en compte. Ouais. Bon, sur l'idée de la modération, effectivement, 2022, de la croissance, qu'est-ce que ça implique en termes de gestion, d'investissement, Aymeric? Et puis, dans l'intervalle avant 2022, effectivement, il y a quand même cette histoire pandémique entre la vague Delta et l'arrivée d'Omicron. Voilà, encore une fois, comment on intervient sur ce sujet en tant qu'investisseur? C'est un grain de sable qui est venu se mettre, qui est venu finalement empêcher un sans faute qui a été fait pour le moment de la part des banquiers centraux depuis maintenant assez longtemps, mais particulièrement dans cette période-là, on avait eu un sans faute de la part de Powell notamment, qui finalement avait parfaitement guidé le marché, avait su à la fois aider le marché quand il y en avait besoin, et puis faire présager toute la sortie de crise, bien l'expliquer, bien l'amorcer avec la sortie de la politique monétaire où on mettait de l'argent partout. Donc on a un grain de sable qui est le variant, qui arrive à un moment où on a un grain de sable qui est l'inflation qui est trop importante. Donc finalement, il y a deux parce que normalement, un variant qui arrive, on a juste à dire qu'on va rester incommodant assez longtemps. Mais il y a de l'inflation. Et l'inflation, on le voit, on l'a eu dans le dernier discours de M. Powell, elle ne va pas être que transitoire, elle est présente, elle est là et elle est réelle. Donc aujourd'hui, elle nécessite une réponse de politique monétaire. Et ça, c'est quelque chose de très important. Or, s'il y a un variant, c'est pour ça qu'on minimise, on voit beaucoup d'articles passer pour minimiser l'impact d'Omicron en disant, on a vu ce que ça donnait. Ouais. Comme un peu, malheureusement, comme on a appris à vivre avec le risque terrorisme, on a appris à vivre avec beaucoup de dettes, on essaie de minimiser un petit peu le risque pandémique de la part de la Banque centrale américaine dans son discours, parce que justement elle va quand même devoir agir. Ça c'est quelque chose d'important, parce qu'elle ne peut pas rester sans rien faire face à une inflation trop importante qu'on connaît aujourd'hui, notamment aux États-Unis. Donc la perspective du tapering, elle va arriver, elle arrive quand même, elle va être mise en place. Les perspectives de hausse de taux,
Certes, c'est pas pour tout de suite, clairement, mais il va continuer son discours. Il semble continuer en tout cas de vouloir aller dans cette voie-là pour l'année prochaine. Donc aujourd'hui, on est obligé d'avoir une réponse de politique monétaire. Et ça, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est gênant du point de vue de l'investisseur? Parce que moi, la lecture que j'ai de Jérôme Powell qui abandonne le qualificatif transitoire pour parler de l'inflation, c'est que s'il peut abandonner ce qualificatif, c'est qu'il a ramené l'économie américaine là où elle est aujourd'hui. C'est-à-dire sur sa tendance pré-Covid, avec la perspective peut-être d'un taux de chômage à moins de 4% en 2022, ce qu'ils appellent l'emploi maximum dans leur jargon. En tout cas, c'est ce qu'ils essaient de nous faire dire, de nous faire comprendre. Ça, on voit que le marché du travail crée encore plus de 500 000 emplois au mois de novembre. Enfin, je veux dire, c'est quand même une réalité. Et c'est ce qui nous fait être encore... Si le marché du travail n'était pas aussi tendu, peut-être qu'il ne qualifierait pas l'inflation de persistante. Peut-être que le qualificatif transitoire resterait en place aujourd'hui. Exactement. C'est quand même le revers d'une bonne nouvelle de ce point de vue-là. C'est ça, c'est l'histoire de toute façon, c'est parce que l'économie va très bien. L'économie américaine, elle est repartie sur un niveau de croissance qui est quand même élevé. Les entreprises ont des croissances bénéficiaires qui sont très très bonnes et les perspectives sont bonnes également. Donc aujourd'hui, finalement, on a un cocktail qui reste très très bon à la base. Donc on a des petits grains de sable, mais ce ne sont que des petits grains de sable aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont un plan, le plan se déroule et ils savent l'exécuter parfaitement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans nos allocations, on va rester investi en étant sélectif, en allant, si possible, privilégier les acteurs qui seront moins touchés par les problématiques d'inflation, qui pourront augmenter leurs prix et suivre en fait ces tendances d'inflation. Donc, quelque part, profiter de cette inflation également pour améliorer leurs marges. Donc c'est là-dessus, sur ce type d'entreprise qu'on va continuer à investir, mais on va continuer à investir. Mais l'idée reste pro-risque quand même. Mais l'idée reste pro-risque parce que finalement, le marché de taux d'intérêt, ça va être quand même assez compliqué l'année prochaine et ça l'est déjà. Les actions restent la classe d'actifs qui offre le meilleur potentiel pour l'année prochaine. Et encore une fois, il faut juste être un tout petit peu sélectif dans les choix qu'on fait, dans les zones géographiques, et puis prendre quelques choix un peu moins consensuels. Par exemple, aller se dire qu'à un moment de l'année, il va falloir investir quand même sur l'Asie, que peut-être post-JO en Chine, il y aura peut-être si les JO ont lieu, on verra. Ils les font sûrement, avec ou sans public ou sans sportifs. Ça, je crois que c'est sûr, mais... Je pense que c'est plus savoir si les sportifs vont se déplacer ou pas. Mais clairement, à un moment donné, la Chine va être obligée de relâcher la bride sur son économie et elle va repartir aussi très très fort. Et ce qui entraînera sûrement beaucoup de complaisance sur les marchés asiatiques et sur les marchés émergents. Donc il y a des petits choix d'investissement qu'on peut commencer à imaginer pour l'avenir parce que les valorisations sont revenues de façon extrêmement forte sur ces classes d'actifs. Donc il y a sûrement des petits choix à mettre en place dès la fin de l'année pour se positionner en tout cas pour le 2022, mais ça reste sur la classe d'actifs actions très clairement. Benoît, là, sur Powell, donc, qui abandonne l'idée de l'inflation uniquement transitoire. Est-ce que vous partagez l'idée que c'est quand même le revers d'une bonne nouvelle parce que l'économie américaine est là où elle est aujourd'hui? Et puis, est-ce que ce changement de langage, de wording, est-ce que ça implique une manière de réagir différente désormais pour la Réserve fédérale américaine par rapport à toute la stratégie qu'elle a menée jusqu'à présent et qui est restée plutôt cohérente, c'est-à-dire emploi maximum, tout pour la croissance, et on s'occupera de l'inflation une fois qu'on aura réglé ce sujet. Non, mais effectivement, je souscris tout à fait à ce qui vient d'être évoqué, c'est qu'il peut se permettre ce changement de wording parce que l'économie va beaucoup mieux, même s'il y a encore des choses à faire. Sur le marché du travail, il y a encore pas mal de questions aux États-Unis. Le taux de participation, finalement, rebondit pas tant que ça, sous l'effet des plus âgés qui ne reviennent pas sur le marché du travail. Et on a bien vu que l'un des moyens de faire remonter le taux de participation, justement, c'était de maintenir des politiques monétaires qui avaient tendance à un peu overshooter leurs objectifs. C'était comme ça qu'on faisait bouger le taux de participation. Donc, sur la deuxième partie de la question, je ne suis pas sûr que ça change beaucoup de choses. Maintenant, ça relâche un petit peu la pression malgré tout. Alors, il a bien évoqué effectivement que on pouvait enlever le qualificatif transitoire, mais que dans leur scénario, on s'attendait toujours à ce que l'inflation se calme à partir du second semestre de 2022. Il a aussi mentionné que ce nouveau variant Omicron n'était absolument pas dans les prévisions et que c'était potentiellement de nature à changer quelque chose. Et quand on regarde justement la réaction des indicateurs, alors bien évidemment des réactions, je dirais, épidermiques,
dynamiques de quelques jours font pas forcément la tendance, mais si on regarde les break-even d'inflation, ils n'ont pas suggéré que l'inflation allait forcément augmenter. Si on regarde ce qui commençait à poser problème, c'était notamment les contrats futurs sur les taux Fed Funds, fin 2022, fin 2023, ils ont eu plutôt tendance à corriger un petit peu. Donc c'est-à-dire que j'ai l'impression que la pression du marché sur cette question inflationniste qui pèse sur Powell, elle est en train de s'alléger. Donc c'est vrai que le timing est un peu curieux d'abandonner le terme transitoire au moment où la pression est peut-être en train de s'alléger. Quoi qu'il en soit, nous on est assez convaincus et que ce tapering il va aller au bout, qu'il accélère, c'est même tout à fait possible. Il ne faut pas rester sans rien faire face à ces pressions inflationnistes. Maintenant, ça ne remet pas en cause l'idée que cette phase d'inflation va probablement se calmer à un moment ou à un autre, va aller de pair avec justement la normalisation de l'économie, et que l'objectif réel de la Fed, c'est ce que Powell s'est efforcé à faire, c'est de distinguer le tapering du resserrement réel de sa politique monétaire, c'est en fait de stabiliser le bilan de la Fed. Et donc pour moi, le fait qu'on accélère un petit peu ne préjuge pas spécialement qu'on va relever les taux un peu plus tôt. C'est pas forcément automatique. On voit bien que cet objectif d'inflation targeting, il est moins important aujourd'hui pour les banques centrales comme la Fed ou la BCE, qui ont des contraintes des objectifs qui sont plus généraux que d'autres banques centrales. D'ailleurs, les banques centrales qui relèvent les taux de façon aussi rapide sont celles qui n'ont que l'inflation targeting dans leurs objectifs. Les objectifs de la Fed et de la BCE notamment sont plus larges, et donc ça implique d'avoir une réaction qui peut être un peu différente, et en tout cas je pense qu'on va rester dans un scénario où on prendra beaucoup de précautions pour normaliser cette politique monétaire. Y compris du côté de la BCE. Oui. Plus encore, même peut-être, du côté de la BCE. Non, parce que là, pour le coup, alors, on rigole du changement de communication de Jérôme Powell parce qu'il abandonne le mot transitoire, mais que dire à ce moment-là de la communication de la BCE ? Fin octobre, dernière réunion, Christine Lagarde nous dit moi je vous le dis, la main sur le cœur, on va arrêter le programme d'achat d'urgence pandémique fin mars. Une manière de se préengager 6 mois avant quand même. D'autres l'ont soutenu, François Villeroy de Galhau, Banque de France, Conseil des gouverneurs dit pareil, il faut nous croire, on est sérieux quand on dit qu'on va arrêter le PEP fin mars. Et puis, alors là, des communications pas officielles, mais de sources, comme régulièrement citées par les agences d'information financière, de sources à Francfort au sein de la BCE, qui nous disent finalement, peut-être que la réunion de décembre... peut-être qu'on arrêtera le PEP parce que c'est ce qu'on a dit, mais comme la pandémie est encore là, peut-être qu'on ne décidera pas encore du programme d'achat post-pandémique. Enfin, bon, on n'y comprend plus rien, quoi. Je sais pas si c'est un peu caricatural, mais... Non, mais c'est assez juste. Je ne sais pas s'il y a eu peut-être un peu d'excès de confiance vis-à-vis de la pandémie en promettant comme ça qu'on allait abandonner le programme d'urgence formellement en mars prochain. Enfin, j'en sais rien. Après, je ne veux pas me faire l'avocat de la BCE, mais effectivement, en tout cas... On voit qu'on a des moyens maintenant qu'on n'avait pas lors du début de cette pandémie. Les populations sont quand même vaccinées, on utilise le télétravail. Si vous regardez les indicateurs, on essaie de calculer des indicateurs de déplacement, bien sûr, qui donnent un peu une idée du niveau de restriction. On voit que plus on avance, à chaque vague qu'on traverse, l'économie souffre de moins en moins en réalité. Donc, même en Autriche, où ils sont quand même sous confinement, visiblement, il y a quand même une persistance de mobilité qui nous ramène pas sur des niveaux de mars 2020. C'est ça, donc... Donc effectivement, on est quand même en train d'avancer face à cette pandémie. Donc maintenir des programmes d'urgence, c'est effectivement plus forcément d'actualité. Alors effectivement, d'un point de vue de communication, on peut essayer de l'amener différemment. En tout cas, l'enjeu, c'est effectivement de faire migrer ce programme d'urgence vers quelque chose de permanent, qui est l'Asset Purchase Programme, qui lui est permanent et doit prendre justement le relais. Alors là, c'est vrai qu'il y a des différentes lignes de crête. Il y a les plus orthodoxes qui ne veulent pas que la flexibilité qui a déjà été obtenue, assurée de transiter dans le programme permanent, on ne veut pas autre chose en plus, en réalité. Or, on voit que ce qui se profile, c'est quand même malgré tout qu'on retouche ce programme d'Asset Purchase Programme. Certains évoquent le fait que ce qui ne sera pas utilisé dans le PEPP puisse être migré dans l'enveloppe permanente de l'Asset Purchase Programme, ce qui est effectivement une idée qui permettrait de rendre le système beaucoup plus durable. Parce qu'il ne faut pas oublier que, contrairement au PEPP, dans lequel on s'est engagé sur une enveloppe fixe et donc à une date, l'Asset Purchase Programme, lui, il n'a pas de date de fin. C'était illimité, Et là, on se rapproche justement de ce que fait la Fed, c'est-à-dire qu'on ne s'engage pas sur une enveloppe et un montant déterminé. L'intérêt, c'est qu'effectivement, on a un outil qui, en réalité, nous permet en réalité d'être permanent, d'être sans limite. Et donc, l'intérêt, c'est d'essayer de faire monter les montants
montant d'intervention sur le marché. Donc ça va être un vrai sujet, mais effectivement en termes de communication, ça va être très difficile. En tout cas, la différence par rapport à la Fed, c'est que l'objectif, pour l'instant, c'est pas de stabiliser le bilan. On va être encore dans une phase où le bilan de la BCE va continuer de croître. Ouais. Bon, sur les questions de banque centrale, je ne sais pas ce qu'on peut rajouter. Puis il y a peut-être un petit mot du pétrole aussi à dire après, Aymeric. Oui, sur les banques centrales, pas grand-chose. C'est intéressant de regarder quand même qu'au niveau de la BCE, on a quand même eu un énorme changement de ton sur le dogmatisme inflationniste qui a été quand même permanent depuis des années. Aujourd'hui, c'est plus ça qui guide uniquement la Banque centrale européenne, heureusement. Et ce qui est assez étonnant, puisque ça arrive au moment où finalement on a des problématiques d'inflation. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais il n'empêche qu'on a enfin une banque centrale qui certes navigue un tout petit peu à vue, a un peu plus d'aléas dans sa communication, mais va plutôt dans le bon sens, parce qu'on a souvent eu beaucoup de restrictions au niveau de la banque centrale pour émettre de l'argent, pour émettre des programmes d'aide et finalement pour soutenir les économies. On a souvent été contraints, restreints, avec soit dans le temps, soit au niveau des montants, soit au niveau des actifs éligibles. Aujourd'hui, on est beaucoup plus souple, et quand on voit ces programmes qui sont aujourd'hui sans date limite, avec des montants qui ne sont pas forcément définis, on est beaucoup plus, on voit qu'il y a beaucoup plus de souplesse, et on en vient à ce que fait, à devenir concurrent par rapport à ce que fait la banque centrale. Il y a plus d'efficacité, vous dites, plus dans l'efficience. D'efficience, oui, c'est ça. Avec cette flexibilité qu'on se donne aujourd'hui. Ça, c'est plutôt bon signe. C'est bon signe pour l'avenir, parce que ça veut dire qu'on va avoir des politiques monétaires qui vont être beaucoup plus favorables pour soutenir l'économie européenne, là où on avait toujours une Fed en face qui a toujours été ultra favorable, sans commune mesure avec la Banque centrale européenne, qui elle a fondu dans de nombreux dogmatismes pendant des années, et on voit le bout du tunnel en fait, avec finalement du libéralisme dans la Banque centrale comme on n'a jamais eu en Europe, et ça c'est très très bon signe. Donc ça c'était pour la Banque centrale. À ce titre, dans les déclarations de Powell, il y avait aussi quelque chose de très intéressant sur ce moindre poids probablement de l'inflation targeting. Il a quand même expliqué que la relation entre la monnaie, l'inflation et la croissance était très très forte auparavant, sauf que ça fait 40 ans que ça ne marche plus. C'est quand même pas banal qu'un banquier central évoque ce thème-là. Ça montre, à mon sens, qu'il y a une vraie réflexion sur l'inflation targeting et la volonté de se limiter à l'inflation targeting. Et ça montre bien qu'il y a maintenant une pluralité d'objectifs attachés aux banques centrales. Et attention, on verra, on va pas ouvrir le débat, mais attention à ne pas basculer dans l'extrême inverse où on empile des mandats parfois contradictoires d'ailleurs sur le dos des banques centrales. Ça va être un sujet aussi peut-être pour les prochaines années. Oui, sur le pétrole, je ne sais pas comment vous prenez le sujet d'ailleurs, Aymeric. Bon, il y a déjà les cours du pétrole. Alors ça fait partie des sujets liés à l'inflation, l'énergie. On voit quand même qu'il y a pas mal de matières premières, le pétrole en premier lieu, qui ont pas mal reculé quand même depuis le début du mois de novembre. Et puis, un espèce de bras de fer entre les États-Unis, l'OPEP+, Joe Biden qui envoie un message politique à l'OPEP en puisant, alors symboliquement, dans ses réserves stratégiques, et puis l'OPEP+, qui continue d'augmenter ses quotas de production comme le plan le prévoyait. Exactement. C'est un actif qui est extrêmement intéressant, le pétrole, parce qu'il a toujours guidé beaucoup les économistes sur les sujets d'inflation, sur les sujets de croissance également. Aujourd'hui, c'est aussi un actif qui est extrêmement sensible à la croissance. Donc dès qu'on voit des heurts dans la croissance, tout de suite, on pense pétrole et les cours du pétrole rebaissent. Mais il faut toujours jamais oublier que le pétrole, on manquera d'eau avant de manquer de pétrole sur Terre. Donc le pétrole, s'il faut en fournir, en puiser, on en trouvera très facilement. Il y a des réserves, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au sein de l'OPEP. Donc ça, c'est la grande chose à bien connaître, c'est qu'il suffit d'ouvrir un robinet et de le fermer. Même si ça prend du temps, même s'il y a des délais, au final... même s'il y a eu un déficit d'investissement pendant des années, etc. D'accord. Bon. Au final, les réserves, elles sont là. Donc au final, si on veut être très pragmatique, de l'offre de pétrole, il y en a. Donc c'est plus une histoire de demande. Donc c'est pour ça que c'est devenu un actif qui est extrêmement sensible à la croissance économique. Et aujourd'hui, les jeux qu'on a entre l'OPEP et les États-Unis, c'est des jeux de production, de territorialité, d'essayer de privilégier sa production par rapport à montrer sa puissance par la production de pétrole, qu'elle soit conventionnelle ou non conventionnelle, évidemment. Donc aujourd'hui, c'est des enjeux un peu géopolitiques, mais au final, c'est un actif qui
qu'on va peut-être un petit peu moins regarder que par le passé, parce qu'il est au sein de guerres géopolitiques, plus que de problèmes d'approvisionnement et de production, parce qu'encore une fois, l'offre de pétrole, elle existe et elle est facilement matérialisable partout dans le monde. Ils prennent un risque, là, l'OPEP, en pleine résurgence pandémique, de continuer d'augmenter les quotas de production Ils veulent en tout cas être présents et pouvoir produire suffisamment, parce que quand je schématise en disant on aura toujours du pétrole et que c'est facile d'ouvrir un robinet, ça prend quand même un petit peu de temps. On sait que c'est les quelques millions de barils supplémentaires par jour qui font toute la différence dans l'offre et la demande. Donc c'est évidemment des flux qui sont extrêmement importants, et durs à prévoir, ils sont difficilement prédictibles. Donc changer sa politique en matière de production de pétrole, ça a des conséquences quand même assez importantes, et aussi assez importantes au niveau du stockage du pétrole. Donc c'est pour ça qu'il y a toutes ces réserves stratégiques au sein des États, et qu'elles jouent souvent de tampon, et qu'elles peuvent servir notamment à la géopolitique aujourd'hui. Je rappelle, Joe Biden, donc ils vont sortir 50 millions de barils. C'est une demi-journée de consommation de pétrole dans le monde. C'est ça. Non, mais voilà. Je disais, c'était symbolique, et c'était sans doute un message politique avant tout de ce point de vue-là. Ils sont dans le bon tempo. C'est un signal de confiance qu'envoie l'OPEP+, Benoît, en continuant d'augmenter la production au moment où on parle de modération de la croissance, au moment où on a un petit risque épidémique qui revient, ou est-ce qu'ils sont à contre-temps là ? Non, je pense que c'est un message de confiance, mais il y a surtout une portée, une dimension politique. Enfin, effectivement, on évoquait ce qu'a fait Biden. Il a d'ailleurs été plutôt moqué par ses opposants politiques pour cette action-là, parce qu'en réalité, je pense que au-delà de ces questions géopolitiques, un peu comme Apple, le pétrole n'échappe pas au cycle. En réalité, il aurait attendu 2 jours de plus. La pandémie et le variant micro faisaient le travail pour lui. Je ne dirais pas que c'est dérisoire, mais en réalité, c'est ça. C'est le cycle économique qui va déterminer l'évolution du prix du baril. Je dirais qu'en première lecture, c'est un peu de soulagement, parce que ça allège ces pressions inflationnistes, encore une fois, qui cristallisent les inquiétudes. Maintenant, si on se projette un peu plus, encore une fois, la réaction des États par rapport à la résurgence du virus, une nouvelle fois, sont quand même assez différentes. En revanche, concernant le pétrole, on voit que la première chose que font la plupart des pays, c'est d'interrompre le trafic aérien. En tout cas, de mettre des barrières de plus en plus importantes sur le trafic aérien. Ça, c'est pas de nature, justement, à aider le prix du baril, que justement, c'est peut-être le prix du baril va peut-être plus souffrir que ce qu'il n'aurait en réalité souffert si on a. Donc voilà, c'est ça. Des restrictions qui vont peut-être plus peser sur le baril que sur le reste de l'économie. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller, mais encore une fois, c'est le cycle économique qui le détermine beaucoup plus que ces échanges géopolitiques. Je voulais qu'on termine alors avec un petit sujet technique autour de l'indice Eurostock 50, alors qui aura quand même connu un lifting important ces derniers temps. Donc Hermès et Richemont, maison mère de quartier, vont intégrer au 20 décembre l'Eurostock 50. Gérant à la mi-journée me disait ça va devenir l'indice de la place Vendôme, parce qu'il y a tout le monde. Il y a LVMH, Kering, L'Oréal, Richemont, Hermès. Tout à fait, c'est très très intéressant, mais c'est intéressant parce que c'est ce qu'on appelle aussi un petit peu la polarisation des indices avec quelques secteurs. Mais ça a souvent eu lieu dans le passé. On a eu toute une période où c'était le secteur des télécoms qui était prépondérant dans les indices. Puis il y a eu le secteur pétrolier qui a été extrêmement fort, notamment dans le CAC avec Total et compagnie. On a eu, les télécoms, ça a été très présent. Là, on a actuellement le luxe et la consommation qui sont très présents, par exemple dans le CAC, avec un poids qui peut atteindre, quand on prend au sens large dans les valeurs du luxe, jusqu'à 20%. Donc on est finalement sur des phénomènes qui sont assez classiques. Quand un secteur marche bien, on a souvent, il est par les phénomènes d'ETF et d'ETF sectoriels, ça pousse quand même pas mal de valeurs du secteur vers le haut. Et quand un secteur marche bien, tout le secteur souvent en profite. Et c'est pour ça qu'on a aussi ces phénomènes de polarisation d'indices. Mais encore une fois, c'est assez classique mais ce phénomène. En termes de construction d'indices, quand même, on fait rentrer 2 valeurs, grosses valeurs en plus. J'ai pas la market cap de Richemont, mais bon, ça doit être quand même un beau bébé sur le marché suisse. Hermès, c'est gros aussi. On fait rentrer 2 valeurs du luxe comme ça, coup sur coup, avec déjà toutes celles qui s'y trouvent. Vous dites, ça va être 20-25% de l'indice. Que ce soit 20-25%... Sur le CAC, oui. Alors, sur le CAC, voilà, mais parce que en France, on pense, et c'est sans doute, une réalité, on est le pays du luxe, et donc c'est le reflet de... Non, mais c'est
le reflet d'une partie importante de l'économie française. Il y a un tiers quand même des produits de luxe dans le monde qui sont produits en France à travers l'écosystème du luxe français en général. Mais pour l'Europe, la zone euro en l'occurrence, que l'Eurostoxx 50 est censé refléter, est-ce que c'est une part aussi importante que ça Oui, mais attention, parce que l'Eurostoxx 50, il est aussi pondéré avec d'autres valeurs qui sont très importantes. On a ASML, qui est un énorme poids, qui est le premier poids avec tout le secteur tech, qui est très présent dans l'indice. Donc il n'y a pas que du luxe dans l'Eurostoxx 50. Non. Parce qu'on le voit aujourd'hui, parce qu'on a deux valeurs. On parle d'Hermès, on parle de Richemont, qui sont des valeurs du luxe, mais ça reste ASML qui est la plus grosse valeur de l'Eurostoxx. Donc on reste sur un indice qui est très tech, sur ce secteur-là, alors qu'en France, il est très luxe pour le coup. Donc on a des indices qui sont pas tout à fait les mêmes entre l'Eurostoxx ou le CAC, mais encore une fois, ils se polarisent avec des valeurs de plus en plus consommation, luxe. On le voit un peu comme aux États-Unis avec Apple. Si mais ça veut dire tech, super tech. C'est 25% du S&P 500, 50% du Nasdaq, quelques valeurs. Mais enfin, ça pose quand même pour vos métiers, je ne sais pas ce qu'on peut en dire pour conclure l'émission, mais cette question industrielle, des benchmarks qui deviennent impossibles à battre. Enfin, je veux dire, une telle concentration comme ça de quelques valeurs dans les indices, évidemment, un gérant de portefeuille qui, lui, doit appliquer des règles de risk management, etc., peut pas reproduire ce genre de concentration. Et donc, ma question, c'est à quoi vous servent encore ces indices, vous, dans vos métiers, aujourd'hui ? Mais c'est très juste, en termes de gestion, c'est très très compliqué. Oui, mais sauf que ça reste les références et les benchmarks pour tout le monde. Ça reste, mais évidemment. Donc, on fait avec ces benchmarks, mais oui, c'est parfois très 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 compliqué. Alors après, justement, ce qui est aussi très intéressant, c'est que on leverage beaucoup plus d'arbitrages internationaux. Enfin, c'est ça aussi tout l'essor de la gestion thématique, justement, c'est de s'affranchir de tout ça, c'est de dire que sur le marché européen, finalement, on a investi essentiellement là-dedans. En ayant une approche qui soit plus internationale, on peut faire d'autres arbitrages. Donc on va privilégier les US sous l'angle techno, on va privilégier la France sous l'angle luxe, etc. Donc c'est justement, ça fait évoluer le métier de la gestion également. Et je pense que justement, l'intérêt de ces gestions thématiques qui émergent à peu près partout, c'est une volonté de s'affranchir de ces règles précisément. D'ailleurs, les gestions thématiques, souvent, s'affranchissent très largement des compositions sectorielles des benchmarks, en réalité. Au contraire, on profite de voir ces phénomènes-là pour savoir où sont les bonnes thématiques. On sait qu'aux US, on a la tech. On le sait depuis des années parce qu'on a été habitué à ça. En Europe, en France, on sait qu'on a le luxe. On le sait. Et on est quelque part conforté en voyant que c'est les premiers poids des indices. Ça stabilise quand même ces secteurs face à les... D'accord. Exactement. Donc c'est pour ça que ça reste quand même à regarder pour les géants. Ouais. Bon. Pour le 20 décembre, l'entrée d'Hermès et de Richemont au sein de l'Eurostoxx 50. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour cette discussion de marché dans Planète Marché. Ce soir, Aymeric Dida, directeur de la gestion de Pergame, et Benoît Pelloual, stratégiste de Vega IM, étaient nos invités.